Le vent chaud de Séville fouettait les voilages de la fenêtre ouverte, portant avec lui l'odeur âcre des orangers en fleurs et un cri étouffé qui traversa la nuit comme une lame. Anaïs, les poings serrés sur le rebord de pierre, sentit son cœur se déchirer en entendant ces mots de sa mère. « Tu n'es plus ma fille. » La porte claqua derrière elle, un écho final qui la propulsa dans les rues labyrinthiques de El Alcázar, où les ombres des lanternes dansaient comme des fantômes accusateurs, et elle courut jusqu'à ce que ses larmes se mêlent à la poussière des pavés, seule avec le poids d'un amour interdit qui venait de la bannir à jamais. C'était l'été 2005, et Anaïs avait 22 ans. Séville, cette ville de passion enflammée et de secrets bien gardés, avait été le berceau de son enfance. Née dans une famille catholique fervente, où les prières du soir résonnaient comme des chaînes invisibles, elle avait grandi entre les murs d'une maison aux azulégeaux bleus et blancs, imprégnée de l'odeur du jasmin et des reproches voilés de sa mère, Isabelle. Isabelle, une veuve aux cheveux noirs striés de gris, aux yeux perçants comme des éclats d'obsidienne, dirigeait son petit atelier de couture avec une rigueur militaire, brodant des mantilles pour les processions de la Semaine Sainte. Pour elle, la foi n'était pas une option, c'était une armure contre le monde profane. Anaïs, avec ses boucles châtaines cascadant sur ses épaules frêles et ses yeux verts hérités de son père disparu trop tôt, avait toujours été la prunelle de ses yeux jusqu'à ce soir fatidique. Tout avait commencé par un baiser volé dans les jardins de El Alcázar. Anaïs, étudiante en littérature à l'université de Séville, s'était éprise d'une camarade de classe, une fille aux cheveux roux flamboyants nommée Carmen. C'était innocent au début, des regards complices pendant les cours sur Garcia Lorca, des rires partagés sous les arches mauresques. Mais un soir, après une représentation théâtrale où les vers de Lorca sur l'amour maudit avaient fait vibrer l'air, Carmen avait effleuré ses lèvres dans l'ombre d'un cyprès. Le monde d'Anaïs avait basculé. Ce baiser, doux comme le miel d'oranger, avait allumé en elle une flamme qu'elle ne pouvait plus éteindre. Elle rentra chez elle cette nuit-là, le cœur battant, les joues en feu, et confia tout à sa mère, priant pour une compréhension miraculeuse. Au lieu de cela, Isabelle explosa. « C'est un péché mortel » hurla-t-elle, brandissant son chapelet comme une arme. Les mots fusaient comme des coups de fouet, abomination, scandale, malédiction divine. Anaïs, pétrifiée, tenta de plaider, « Maman, c'est qui je suis. C'est mon cœur qui parle. » Mais Isabelle, les lèvres pincées en une ligne dure, secoua la tête. « Ton cœur est corrompu par le diable. Sors d'ici, et ne reviens pas tant que tu n'auras pas renoncé à cette folie. » La porte se referma, et Anaïs se retrouva dehors, avec pour tout bagage un sac à dos rempli de livres et de vêtements, et un vide béant au creux de la poitrine. Les jours suivants furent un tourbillon de survie. Séville, avec ses fêtes endiablées et ses ruelles étroites, devint un labyrinthe hostile. Anaïs trouva refuge chez une tante éloignée, une femme excentrique nommée Rosa, qui tenait une petite librairie près de la cathédrale. Rosa, aux cheveux teints en rouge vif et aux lunettes rondes perchées sur un nez aquilin, ne posa pas de questions. « L'amour est l'amour, ma chérie », dit-elle simplement en lui servant un thé à la menthe. « Et ici, entre ces pages jaunies, tu trouveras plus de vérité que dans n'importe quelle église. » Anaïs passa ses nuits à dévorer Proust et Colette, cherchant dans les mots français un exil poétique pour son âme blessée. Les lettres à sa mère restaient sans réponse, les appels aboutissaient à un silence glacial. Lentement, la douleur se cristallisa en une armure, elle jura de ne plus jamais supplier pour un amour maternel qui la condamnait. C'est là, dans la poussière des rayonnages de la librairie de Rosa, qu'elle rencontra Alice. Alice avait 24 ans, une silhouette élancée comme une danseuse de flamenco, des cheveux noirs coupés courts qui encadraient un visage aux traits fins et olives, et des yeux bruns profonds, bordés de cils épais, qui semblaient porter les mystères de la Sierra Nevada. Originaire de Grenade, Alice était venue à Séville pour un stage en architecture, passionnée par les palais morts et les dômes en céramique. Elle entra un après-midi pluvieux, trempée jusqu'aux os, cherchant un volume sur les jardins andalous. Anaïs, derrière le comptoir, leva les yeux et sentit un frisson la traverser pas de peur, mais d'une reconnaissance instinctive, comme si l'univers conspirait enfin en sa faveur. « Vous avez les jardins secrets de l'Alhambra ?» demanda Alice, essuyant une goutte d'eau de son front avec un sourire timide. Sa voix était chaude, légèrement rauque, avec cet accent andalou qui roulait les airs comme des caresses. Anaïs fouilla les étagères,
ses doigts effleurant les reliures usées, et revint avec le livre. Leurs mains se frôlèrent au passage, un contact fugace qui fit rougir Anaïs jusqu'aux oreilles. « C'est 5 euros, murmura-t-elle, évitant son regard. Mais Alice ne partit pas tout de suite. Elle s'attarda, feuilletant les pages illustrées, et bientôt, elles parlèrent. De l'architecture, des poètes exilés, de la façon dont Séville masquait ses plaies sous ses fleurs éclatantes. Alice revint le lendemain, et le surlendemain. Les conversations s'allongeaient comme les ombres du soir. Anaïs se surprit à rire un rire franc, libéré pour la première fois depuis des semaines. Alice avait cette qualité rare, une écoute attentive, un humour peint sans rire qui désarmait les défenses. Un soir, alors que la pluie martelait les vitres de la librairie, Alice confia, « Tu sais, à Grenade, on dit que les murs des palais gardent les secrets des amours interdites. Les rois catholiques eux-mêmes en avaient. » Anaïs, le cœur serré, osa, « Et si ces secrets nous bouffent de l'intérieur ?» Alice posa sa main sur la sienne, un geste simple, chargé d'une promesse muette. « Alors on les libère ensemble. » Leur premier baiser eut lieu sous un ciel étoilé, sur les berges du Guadalquivir. Les eaux sombres reflétaient les lumières des ponts, et l'air vibrait du chant lointain d'un guitariste de flamenco. Alice attira Anaïs contre elle, ses lèvres douces et insistantes, et le monde s'effaça. C'était différent de ce baiser volé avec Carmen plus profond, plus ancré, comme si Alice comblait les fissures de son âme. Elles passèrent la nuit à marcher, main dans la main, parlant de rêves. Anaïs voulait écrire, capturer les nuances de l'amour dans des nouvelles inspirées de la littérature française. Alice rêvait de restaurer les vieux édifices, de redonner vie aux pierres muettes. Pour la première fois, Anaïs se sentit entière. Mais le fantôme d'Isabelle planait toujours. Les mois passèrent, et Anaïs apprit à vivre avec cette absence, transformant la douleur en carburant. Elle et Alice emménagèrent ensemble dans un petit appartement au Triana, un quartier bohème aux murs peints de graffitis poétiques et aux balcons débordants de géraniums rouges. Leur vie devint un tableau vivant, des matins paresseux où Alice esquissait des plans sur la table de la cuisine pendant qu'Anaïs tapait frénétiquement sur sa machine à écrire, des soirées où elle dansait sur des airs de tango argentin, corps enlacés dans la lumière tamisée d'une lampe marocaine. L'amour entre elles était une danse délicate passionnée, mais empreinte d'une tendresse infinie, comme les romances de Marguerite Duras que Anaïs lisait à voix haute. Pourtant, sous cette idylle, des fissures apparaissaient. Anaïs évitait les églises, les processions, tout ce qui rappelait sa mère. Alice, plus pragmatique, insistait doucement, « Tu ne peux pas la rayer de ta vie comme ça. Un jour, il faudra affronter. » Anaïs secouait la tête, les yeux brillants. « Elle m'a rejeté pour ma foi, non, pour mon amour. » Qui a-t-il à affronter ? Alice l'embrassait alors, effaçant les mots d'un baiser, mais la graine du doute était semée. Les années s'écoulèrent comme le Guadalquivir, paresseux et inexorable. Anaïs publia sa première nouvelle en 2008, un récit poignant sur une femme exilée par son propre sang, inspiré de son histoire. Intitulé Les ombres d'Oranger, il fut salué dans les cercles littéraires de Madrid et même à Paris, où un éditeur français le traduisit sous le titre Ombre d'orange amère. Alice, de son côté, gravit les échelons, elle obtint un contrat pour restaurer une fontaine mauresque dans El Alcázar, ses mains fines modelant la pierre avec une précision amoureuse. Leur appartement devint un sanctuaire, des étagères ployaient sous les livres Balzac, Gide, et des volumes de poésie lesbienne andalouse que Rosa leur glissait discrètement, des croquis d'Alice ornaient les murs, capturant Anaïs dans des poses vulnérables, ses yeux verts mi-clos sous la caresse du soleil. Mais l'ombre d'Isabelle refusait de s'estomper. Des nouvelles sporadiques filtraient par Rosa, la mère avait fermé son atelier, vendait des pièces pour survivre, son arthrite la rongeant comme un remords silencieux. Anaïs feignait l'indifférence, mais chaque soir, seule dans le lit pendant qu'Alice travaillait tard, elle relisait les lettres non envoyées, tachées de larmes séchées. « Maman, je t'aime encore. » « Pourquoi ?» Alice le savait, elle la serrait contre elle, murmurant des promesses en français approximatif appris pour Anaïs, « Je t'aime, ma chérie. » Toujours. Leur intimité était un baume, des nuits où leurs corps s'entremêlaient sous des draps de lin, explorant avec une douceur reverneuse les courbes familières, des murmures de « mi amor » et « mon cœur » qui tissaient un cocon contre le monde. En 2012, le destin frappa. Un appel de Rosa, la voix chevrotante, « Ta mère est mourante, Anaïs.
Cancer. Elle demande après toi. Le monde d'Anaïs s'effondra. Elle raccrocha, les jambes flageolantes, et s'effondra dans les bras d'Alice. Je ne peux pas, sanglota-t-elle. Elle m'a tué une fois déjà. Alice, les yeux humides, caressa ses cheveux. Et si c'était ta chance de guérir? Pour toi, pas pour elle. Les jours suivants furent un supplice. Anaïs erra dans Séville comme un fantôme, visitant les lieux de son enfance, la cathédrale où elle avait communié, le marché où Isabelle achetait ses tissus. Chaque pierre semblait murmurer des reproches. Finalement, poussée par Alice qui paquait ses valises sans un mot, elle partit pour l'hôpital de Triana. Isabelle gisait dans une chambre stérile, amaigrie, ses cheveux gris en auréole sur l'oreiller, ses mains noueuses crispées sur le drap. À la vue d'Anaïs, ses yeux s'embuèrent. « Ma fille », murmura-t-elle d'une voix rauque. Anaïs s'approcha, le cœur en vrac. « Maman ». Les mots sortirent en cascade, les années de silence, la douleur, l'amour pour Alice qu'elle n'avait pas renoncé. Isabelle écouta, tête baissée, puis leva une main tremblante. « J'ai eu tort. La foi. Elle m'a aveuglée. J'ai péché contre toi. » Des larmes coulaient sur ses joues parcheminées. « Pardonne-moi. » Anaïs, brisée, prit sa main. « Je pardonne. » Ce fut un moment suspendu, un pont fragile jeté sur l'abîme. Isabelle parla de son regret, de ses nuits hantées par le fantôme de sa fille, et promit, tout ce que j'ai sera à toi. Pour réparer. Elles se réconcilièrent dans cette chambre aseptisée, entre bips de machines et odeurs d'antiseptiques. Anaïs revint voir sa mère chaque jour, lisant des passages de ses nouvelles, évoquant Alice comme une bénédiction. Isabelle, affaiblie mais lucide, hochait la tête. « Amène-la moi. » La rencontre fut émouvante. Alice, nerveuse, serra la main d'Isabelle avec une grâce andalouse. « Merci de l'aimer », murmura la mourante. « Prenez soin d'elle. » Anaïs pleura de soulagement. Pour la première fois, son amour était validé, non par un prêtre, mais par la femme qui l'avait rejeté. Isabelle s'éteignit 2 mois plus tard, paisiblement, un rosaire entrelacé à la main d'Anaïs. Le testament fut lu dans un cabinet notarial aux meubles sombres, sous le portrait sévère d'un ancêtre. Anaïs hérita de tout, l'appartement familial, l'atelier, et une somme modeste 50 000 €, fruit des économies d'une vie frugale. Pour ton avenir, avait écrit Isabelle. Anaïs, submergée, serra Alice contre elle. C'est fini. On recommence. Elles décidèrent de voyager, un périple en France, pour honorer les influences littéraires d'Anaïs. Paris, Provence, la Côte d'Azur des semaines de liberté, où l'amour fleurit comme les lavandes sous le soleil. De retour à Séville, la vie reprit son cours, enrichie. Anaïs transforma l'atelier en un petit café littéraire, les pages oubliées, où des auteurs lisaient sous des guirlandes de lumière. Alice intégra une firme renommée, voyageant pour des projets en Andalousie. Leur relation s'approfondit, des anniversaires célébrés avec des dîners aux chandelles, des escapades à Grenade où Alice montrait à Anaïs les alcôves secrètes de l'Alhambra. Mais sous cette harmonie, un malaise subtil grandissait. Anaïs, obsédée par son œuvre, passait des nuits blanches à écrire, négligeant parfois Alice. « Tu vis dans tes mots, pas avec moi », reprocha un soir Alice, les yeux rougis. Anaïs s'excusa, promit, et le calme revint temporairement. C'est en 2018 que le conflit éclata. Anaïs reçut une avance pour un roman, Le baiser interdit, une semi-autobiographie sur son rejet maternel. Le livre devint un succès, traduit en français et espagnol, la propulsant dans les salons littéraires de Barcelone et Madrid. L'argent afflua, contrats, conférences, droits d'auteur. Anaïs et Alice achetèrent une maison aux abords de Séville, une finca entourée d'oliviers, avec une terrasse donnant sur les collines. C'est notre empire, rit Alice en inaugurant le bassin qu'elle avait conçu. Mais la fortune changea Anaïs. Elle devint distante, absorbée par des éditeurs parisiens qui la courtisaient, des invitations à des festivals où elle côtoyait des intellectuels cosmopolites. Alice sentit le fossé s'élargir. Un soir, lors d'une dispute anodine, Anaïs avait oublié leur anniversaire pour une deadline. Alice explosa. « Tu m'utilises comme muse, mais je ne suis plus ta partenaire. Tu vis pour ton ego, pas pour nous.
Anaïs, blessée, riposta, et toi? Tu passes tes jours à dessiner des ruines pendant que je construis notre vie? Les mots blessèrent profondément. Alice partit pour Grenade, chez sa famille, laissant Anaïs seule avec ses fantômes. Les semaines suivantes furent un enfer, appels non répondus, messages froids. Anaïs, rongée par le regret, fouilla dans ses souvenirs, réalisant que son succès l'avait rendue aveugle à l'amour qui l'avait sauvée. Elle alla la chercher à Grenade, sous un ciel d'orage, les ruelles de El Albessin serpentant comme des veines ouvertes. Alice l'attendait sur un banc face à la Mirador de San Nicolas, le panorama de l'Alhambra scintillant au loin. « Pourquoi es-tu venue » demanda-t-elle, voix brisée. Anaïs s'agenouilla, larmes aux yeux. « Parce que sans toi, tout cet argent, ces mots, ne valent rien. Tu es ma foi, Alice. Ma vraie foi. » Elles s'embrassèrent sous la pluie, un baiser salé de regret, et rentrèrent à Séville, plus fortes, promettant de rééquilibrer leur vie. Pourtant, le destin, capricieux comme une diande flamenco, réservait une dernière épreuve. En 2020, au milieu de la pandémie qui cloîtra Séville dans un silence irréel, Anaïs découvrit une lettre cachée dans les papiers d'Isabelle, exhumée lors d'un tri. Écrite des mois avant sa mort, elle révélait un codicille au testament. Isabelle avait légué 20 000 € supplémentaires à une association catholique conservatrice, pour racheter mes péchés. Pire, elle avait conditionné l'héritage principal à ce qu'Anaïs revienne à la foi véritable, sous-entendant un renoncement à son orientation. Anaïs, lisant ces lignes, sentit la trahison la submerger comme une vague. « Elle m'a pardonné en mots, mais pas en actes » hurla-t-elle à Alice, froissant la lettre. La douleur raviva les cicatrices. Était-ce un amour sincère, ou une manipulation post-mortem pour la ramener dans le droit chemin? La révélation de la lettre jeta Anaïs dans un abîme de fureur et de deuil renouvelé. Séville, habituellement vibrante de guitares et de rires, semblait étouffée par le lockdown, ses rues désertes reflétant le vide intérieur d'Anaïs. Elle erra des heures dans la finca, la lettre à la main, relisant ces mots qui la poignardaient. « Ma chère Anaïs, si tu lis ceci, c'est que j'ai rejoint le Seigneur. Sache que mon pardon est total, mais la foi de notre sang doit prévaloir. J'ai donc stipulé que ton héritage dépend de ton retour à l'église, un mariage, des enfants, une vie droite. Sinon, tout ira à l'association pour les âmes perdues. Pardonne-moi cette dernière leçon d'amour. » L'amour? Anaïs rit amèrement, un son rauque qui effraya les oiseaux dans les oliviers. C'était une chaîne, pas une leçon, une tentative désespérée de la modeler à l'image d'Isabelle, même de l'au-delà. Alice trouva Anaïs effondrée sur la terrasse, le visage tuméfié par les larmes, la lettre en boule à ses pieds. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement, s'agenouillant. Anaïs la lui tendit, muette. Alice lut, pâlit, et serra Anaïs contre elle. « C'est cruel. Mais ce n'est pas ta mère qui parle, c'est sa peur. » Elles passèrent la nuit à parler, enlacées sur le canapé, le monde extérieur réduit à des sirènes lointaines et aux cloches des églises vides. Alice, pragmatique, proposa « Conteste le testament. C'est légalement contestable, chantage moral. » Mais Anaïs secoua la tête. « Non. Ce n'est pas l'argent. C'est elle. Encore. Pourquoi ne pouvait-elle pas juste m'aimer ?» Les jours suivants furent un an démantèlement. Anaïs annula une tournée promotionnelle à Paris, se replia sur elle-même. Le café Les Pages oubliées ferma temporairement, ses habitués manquant les lectures intimes. Alice, confinée elle aussi, tenta de maintenir le lien, des dîners aux chandelles improvisés avec des produits du marché local, des promenades masquées dans les collines où elle cueillait des herbes sauvages. Leur amour, testé par l'isolement, se fit plus viscéral, des étreintes fiévreuses dans la pénombre, où les corps parlaient ce que les mots ne pouvaient plus. « Tu es ma maison » murmurait Alice contre sa peau. Mais Anaïs, hantée, se réveillait en sueur, rêvant d'Isabelle la maudissant depuis un autel funèbre. Le conflit culmina un soir d'orage, quand le notaire appela pour confirmer le codicille. « Madame, vous avez 3 mois pour rectifier votre situation, ou l'héritage passe à l'association. » Anaïs raccrocha, furieuse, et se tourna vers Alice. « Et si j'acceptais ? Juste pour l'argent. On pourrait en faire du bien, fonder une bourse pour des artistes LGBTQ+. » Alice recula, blessée. « Tu plaisantes ?
Ce serait trahir tout ce qu'on est. Ta mère gagne, même morte. La dispute éclata comme la foudre. Anaïs accusa Alice d'être naïve, toujours à idéaliser alors que la vie est sale. Alice riposta qu'Anaïs se perdait dans la rancune, laissant l'argent corrompre l'amour qu'elle a reconquis. Des objets volèrent, un vase andalou se brisa en mille éclats, et Alice claqua la porte, partant chez Rosa pour la nuit. Seule, Anaïs sombra. Elle but du vin rouge jusqu'à l'aube, écoutant des boléros déchirants sur un vieux gramophone. Les souvenirs affluaient. L'enfance avec Isabelle, brodant des mantilles ensemble, le rejet, ce vide qui l'avait propulsé vers Alice, la réconciliation fragile, empoisonnée maintenant par cette trahison pécuniaire. Était-ce pour l'argent qu'elle pleurait? Non, pour l'illusion d'un pardon complet, pour la preuve que sa mère l'avait aimée sans condition. Au lever du soleil, pâle et résolue, elle appela le notaire. « Je renonce à tout. Que l'association ait l'argent. Mais publier une note, c'est au nom d'un amour libre, pas d'une foi qui enchaîne. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles littéraires. Anaïs écrivit un essai virulent, L'héritage empoisonné, publié en ligne et relayé par des médias français et espagnols. Ma mère m'a rejeté pour ma foi en l'amour, non en Dieu, mais en une femme. Des années plus tard, elle tente de m'acheter avec son argent. Je refuse, car l'amour vrai ne se monnaie pas. Les réactions fusèrent, soutien enflammé de la communauté LGBTQ+, critiques acerbes des conservateurs catholiques. Séville murmura, Anaïs devint un symbole, une rebelle littéraire aux yeux verts qui défiait les tombes. Alice revint le lendemain, les bras chargés de fleurs d'oranger. J'ai lu ton essai, dit-elle, voix tremblante. Tu es courageuse. Mais as-tu pensé aux conséquences? On perd la maison, l'atelier. Anaïs l'embrassa, un baiser profond, chargé de vulnérabilité. On recommence. Comme au début. Sans chaîne. Elles décidèrent de vendre la finca, de déménager dans un appartement modeste au cœur de Triana. Le café rouvrit avec une nouvelle vocation, soirée de témoignages sur les amours marginalisés, financée par les royalties d'Anaïs. Leur relation, forgée dans le feu, en sortit plus résiliente, des promesses renouvelées sous les étoiles, des projets communs, un voyage en Provence pour inspirer un nouveau roman, une exposition des croquis d'Alice thématisés sur l'amour caché. Mais la trahison d'Isabelle n'était pas sans écho. Des lettres anonymes arrivèrent au café. Pécheresse, ta mère rougit en enfer. Anaïs les brûla rituellement, transformant la cendre en encre pour ses écrits. Alice, protectrice, veillait, ils ne nous toucheront pas. Leur intimité se fit complice, un refuge contre la tempête des matins où Anaïs lisait à voix haute des extraits de Le deuxième sexe de Beauvoir, Alice traçant des plans pour un jardin secret dans leur futur chez eux. Pourtant, au fond d'Anaïs, une question persistait, l'argent perdu était-il un sacrifice libérateur, ou une chaîne invisible qui la liait encore à sa mère? Le point de non-retour survint lors d'une confrontation inattendue. L'association catholique, sentant le scandale, contacta Anaïs via un avocat. Nous ne voulons pas cet argent sali par votre mode de vie. Prenez-le, et taisez-vous. Anaïs, outrée, accepta l'argent non par avidité, mais pour le détourner. Avec Alice, elle fonda la Fondation Amour Libre, une œuvre caritative aidant les jeunes exilés pour leur orientation, avec des bourses pour artistes et des refuges en Andalousie. C'est ma revanche humaniste, confia-t-elle à Alice lors de l'inauguration, sous un ciel de Séville azuré. Des dizaines de personnes vinrent, Rosa, des amis, des inconnus touchés par son histoire. Isabelle, dans sa tombe, aurait-elle souri? Anaïs l'espérait, pour la paix de son âme. Pourtant, le coût personnel fut élevé. Anaïs sombra dans une dépression fugace, hantée par des nuits où elle revoyait le visage d'Isabelle, suppliant. Alice, patiente, la guida vers une thérapeute, une femme sage aux origines séfarades. Les séances déterraient les couches, la culpabilité d'avoir gagné contre sa mère, la peur de perdre Alice comme elle avait perdu Isabelle. L'amour n'est pas une guerre, dit la thérapeute. Anaïs l'absorba, et lentement, la lumière revint. L'automne 2025 enveloppa Séville d'une douceur mélancolique, les feuilles des platanes jaunissant comme des pages d'un vieux roman. Anaïs et Alice, après les tourments, avaient reconstruit leur nid,
un appartement cosy dans le quartier de Santa Cruz, aux murs tapissés de livres et de toiles, avec une terrasse où poussaient des rosiers grimpants offerts par Rosa. La fondation Amour Libre prospérait, ses bourses sauvant des vies une jeune poétesse de Malaga, un peintre trans de Cordoue. Anaïs, apaisée, acheva son roman Écho d'héritage, un plaidoyer romancé sur le pardon imparfait, dédié à Isabelle et Alice, à celles qui m'ont brisé et recollé. Leur amour, mûri par les épreuves, était une symphonie nuancée des matins lents où Alice préparait un café qu'on léchait pendant qu'Anaïs esquissait des notes, des soirées où elle flânait le long du fleuve, main dans la main, ignorant les regards obliques. Alice avait exposé ses dessins à Grenade, une série intitulée Amour en pierre, inspirée de leur histoire, des silhouettes enlacées gravées dans l'albâtre, symbole de durabilité. « Tu es ma muse éternelle », chuchotait-elle à Anaïs, traçant du bout des doigts les courbes de son dos sous la lune. Mais le passé, tenace, revint hanter sous une forme inattendue. Une lettre arriva un matin pluvieux, cachetée d'un monastère près de Ronda. L'écriture tremblante d'une nonne, « Sœur Isabelle votre mère nous a confié un paquet avant de mourir. Pour vous, quand vous seriez prête. » Anaïs, le cœur battant, ouvrit le colis avec Alice. À l'intérieur, un journal intime, jauni, et une mantille brodée à la main, ornée de motifs d'oranger et de colombes. Le journal d'Isabelle révélait tout, ses doutes après le rejet, ses confessions au prêtre, ses nuits de prière pour guérir Anaïs. Mais aussi, enfoui entre les pages, un aveu déchirant, j'ai aimé une femme, autrefois, à Grenade. Une danseuse de flamenco. La peur de l'enfer m'a fait taire. J'ai projeté ma honte sur ma fille. Le codicille était ma dernière folie pour la protéger de mes erreurs. Pardonnez-moi, mon amour. Anaïs pleura, non de rage, mais d'une compassion infinie. Isabelle, prisonnière de sa propre foi répressive, avait tenté, maladroitement, de la sauver d'un destin similaire. Alice, lisant par-dessus son épaule, murmura, « Elle t'aimait », à sa façon tordue. Elles brûlèrent le codicille symboliquement dans le jardin, dispersant les cendres au vent. Anaïs porta la mantille lors d'une lecture publique, un geste de réconciliation. Ma mère m'a rejeté pour sa foi, mais des années plus tard, son argent et son secret m'a libérée. Pour l'amour, pour la vérité. Le dénouement fut humaniste, teinté de mélancolie poétique. Anaïs et Alice adoptèrent légalement une petite fille de 5 ans, Sophia, orpheline d'un accident en Andalousie, un acte d'amour expansif, brisant les chaînes généalogiques. Sophia, aux boucles châtaines et aux yeux verts comme Anaïs, apporta une joie enfantine, des rires dans la terrasse, des histoires lues le soir. La famille qu'elle formait défiait les normes, 3 femmes unies par le cœur, pas par le sang ou les dogmes. Un soir d'été, sur les berges du Guadalquivir, Anaïs et Alice renouvelèrent leurs vœux informels, Sophia endormie dans les bras de Rosa. Malgré les rejets, les trahisons, les larmes pour un argent maudit, je choisis toi, encore et toujours, dit Anaïs, glissant une bague simple en argent à son doigt. Alice, les yeux brillants, répondit, et moi, je choisis notre foi en nous. Elles s'embrassèrent sous les étoiles, le fleuve murmurant son approbation, tandis que Séville, éternelle gardienne de passion, veillait sur elles. La vie continua, tissée de drames et de tendresse, des succès littéraires pour Anaïs, des projets architecturaux pour Alice, des premiers pas de Sophia dans le café. Isabelle devint un chapitre clos, honoré dans les écrits d'Anaïs comme une leçon d'humanité imparfaite. Et dans les ruelles de Séville, où l'amour fleurit malgré les ombres, Anaïs apprit que le vrai héritage n'est pas en euros, mais en cœur libéré, un legs romantique, dramatique, profondément français dans son élégance mélancolique.